bonjour, il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire du journal, l'instruction judiciaire sur l'affaire Petro-Tim, le congrès de la Renaissance démocratique avertit contre toute confusion entre le volet concernant Aliou Sall et celui relatif à Franck Timis. Les leaders interpellent le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel sur le dilatoire du juge d'instruction suite à la plainte déposée par la plateforme avec constitution de partie civile. Le Sénégal invité à exporter son savoir-faire et ses pratiques d'excellence en matière de lutte contre le terrorisme vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des motifs du séjour du coordonnateur de la lutte antiterroriste américain à Dakar. Nouvelle saisie de drogue dure au port autonome de Dakar. Y a-t-il des vulnérabilités au port de Dakar qui faciliteraient le trafic international de stupéfiants? À suivre notre dossier sur la question. Série d'accidents mortels impliquant des motos Jakarta. Les conducteurs reconnaissent leur part de responsabilité. Le ministère des Transports annonce que les Jakarta seront bientôt interdits et remplacés par les tricycles. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Un seul pays, deux premiers ministres, cela se passe en Guinée-Bissau. Le chef du gouvernement limogé persiste et signe. Il reste et demeure le premier ministre. Aristide Gomes appelle l'armée à ne pas intervenir, vous l'entendrez. En Guinée-Bissau toujours, où la CEDEAO dit ne pas reconnaître le nouveau premier ministre nommé par le président José Mario Vaz. L'organisation communautaire n'écarte pas des sanctions et Médecins sans frontières suspend ses activités en Centrafrique. Les détails de tous ces titres dans un instant. Le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane. Une qualification en huitième de finale est en ligne de mire pour le Sénégal qui effectue ce soir sa deuxième sortie au Mondial U17. Malick Daf, le sélectionneur, se veut prudent avant de jouer les Pays-Bas qui ont perdu à l'entame du tournoi. Tour cadrage de la Coupe des Confédérations Génération Foot SCA du Bénin ce soir pour la manche retour. Pour la manche plutôt aller, Génération Foot veut s'assurer à la maison. Et puis basketball, le meilleur entraîneur de la saison, vous l'entendrez dans ce journal. Il s'agit de Mamadou Gueye Pabi, l'entraîneur de l'équipe nationale masculine de l'AS Douanes. Le développement dans un instant également. Et puis en fin d'édition, point de vue. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'entreprise sénégalaise. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le congrès de la Renaissance démocratique réagit à l'annonce de l'ouverture début novembre de la phase instruction dans l'affaire Petro-Tim. C'est pour appeler à la plus grande vigilance des citoyens sur le risque de confusion sur deux affaires distinctes. Dans un communiqué publié ce matin, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et les autres leaders du congrès interpellent la justice et s'étonnent que leur plainte avec constitution de partie civile n'ait pas été suivie d'effet à ce jour. Synthèse de ce communiqué avec vous, Oumou Kalsoum Ly. Dans le souci d'éviter toute confusion entre les deux procédures judiciaires distinctes, le Congrès de la Renaissance démocratique tient à apporter des éclairages. Par attitude citoyenne, les deux leaders politiques, Mamadou Lamine Diallo, député à l'Assemblée nationale, et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, avaient choisi de déposer des témoignages particulièrement argumentés lors de cette première procédure pour enlever tout prétexte d'étouffement de l'affaire, preuve qui aurait pu être présentée comme insuffisante selon la déclaration. Toutefois, le CRD continue de considérer qu'une telle démarche n'est pas adéquate pour la recherche du délit de corruption. Dans cette déclaration du Congrès de la Renaissance démocratique, il est mentionné que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été accusée d'être systématiquement utilisée par le régime en place lorsqu'il a souhaité étudier la réalité d'un enrichissement illicite au préjudice de l'État. Il suffisait donc de saisir la CREI pour rechercher le caractère illicite du patrimoine des mises en cause corroboré par l'enquête menée par la BBC porte à la connaissance du public au début du mois de juin 2019. C'est pour cette raison que le CRD a mandaté Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye afin qu'ils portent conjointement plainte auprès du doyen des juges avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en documents administratifs et détournement de deniers publics. Face à cette attitude du juge d'instruction, les plaignants, à travers le conseil, ont saisi le président du chambre d'accusation républicain et démocrate entend une application stricte de la loi sur cette affaire. Sall Timis et considère que la justice, parce qu'il agit au nom et pour compte du peuple souverain, doit inspirer confiance à ce peuple par une attitude
objective, de rigueur et de cohérence, mais surtout sans compromis, dès lors que les intérêts stratégiques du pays sont en jeu. Dans l'actualité strictement politique, le dialogue politique se poursuit. Dernière rencontre hier et parmi les recommandations, la rationalisation des partis politiques est proposée par la majorité. Il faut aussi des réformes pour les coalitions de partis. La rationalisation des partis politiques, une préoccupation au dialogue politique. Parmi les recommandations pour la création d'un parti politique, la déclaration sur l'honneur et le parrainage. Et tout parti doit aussi participer aux élections. Des réformes sont aussi proposées pour les coalitions de partis. Là-dessus, je vous propose d'entendre Marcel Ndiana Ndiaye, membre du pool de la majorité au dialogue politique. La multiplicité des partis a fait qu'on a réfléchi à en assurer maintenant la rationalisation. Cette rationalisation passe d'abord par le respect des principes qui sont contenus dans la loi et auxquels principes le dialogue pense ajouter quand même certains autres pour pouvoir faire que la création des partis puisse quand même obéir à des règles nouvelles. Et parmi ces règles nouvelles maintenant, il y a la nécessité quand même de passer par le parrainage. Vous savez que le parrainage est un principe qui est déjà contenu dans la loi et qui, en sus de cela, il y a la nécessité aussi d'être quitte avec le fisc. Le problème qui est posé, c'est de savoir est-ce que c'est le quitus fiscal qui sera exigé pour la création du parti ou bien la seule déclaration sur l'honneur qu'on est en règle vis-à-vis du fisc. Donc c'est ça pour ce qui concerne la création des partis politiques. Je répète, ça vient s'ajouter aux exigences qui sont déjà contenus dans la loi et qui a présidé à la création des partis politiques tels qu'ils existent actuellement. RFM, la radio de toute l'actualité. Cette information qui vient de nous parvenir, le corps sans vie d'une fillette de 7 ans repêchée par les sapeurs-pompiers de Fatick dans un puits. Le drame a eu lieu à Khalambas dans la commune de Tchombi. Le corps se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Fatick. L'information a été annoncée en exclusivité ce matin par le quotidien L'Observateur qui annonce à sa une que les États-Unis envoient une cellule antiterroriste à Dakar. Dans un communiqué daté de ce 30 octobre, l'ambassade des États-Unis à Dakar confirme que le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur Nathan Sales, rencontrera ce jour de hauts responsables sénégalais à Dakar. Les détails avec vous, Georges Déthié-Diop. Et c'est parce que les États-Unis reconnaissent le leadership régional du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au sein du département d'État américain entend réaffirmer l'engagement des États-Unis aux côtés du Sénégal. Dans l'agenda de l'ambassadeur Nathan Sales, plusieurs rencontres avec les autorités sénégalaises, le conseiller à la sécurité nationale, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Il sera principalement question du terrorisme dans le Sahel et du soutien des États-Unis à la lutte contre le phénomène dans la région côtière de l'Afrique de l'Ouest. Le diplomate américain compte encourager le Sénégal à exporter son savoir-faire et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme vers d'autres États de l'Afrique qui font face aux menaces. Avec Kalim Gouindiaï, il va discuter des préoccupations communes en matière de sécurité liées au déplacement de terroristes et de l'importance d'outils tels que les listes de surveillance des terroristes et les initiatives d'information. Selon un communiqué de l'ambassadeur des États-Unis, donc, l'ambassadeur Sales va visiter l'AIBD, l'aéroport ayant été récemment renforcé en moyens par les États-Unis, grâce donc à un partenariat avec le gouvernement américain. Mais c'est surtout parce que l'AIBD propose des vols sans escale vers les États-Unis. Cette visite intervient, il faut le souligner, cette visite intervient surtout dans un contexte particulier. Le Burkina Faso et le Mali sont très souvent victimes d'attaques. Le Niger n'est pas épargné. Et on fait nouveau l'arrestation au Sénégal, il n'y a pas longtemps, d'un prêcheur de Daesh. Georges Déthié-Diop en direct dans ce studio. D'importantes saisines de drogue au port de Dakar durant cette année. La dernière en date hier avec la douane qui a mis la main sur 43 kg de cocaïne d'une valeur estimée de 3 milliards de francs CFA.
Occasion pour réfléchir sur la vulnérabilité du port de Dakar, si Dakar est juste une zone de transit ou une plaque tournante du trafic de drogue. En dépit de tout, une stratégie efficace pour mailler la zone maritime de l'Afrique de l'Ouest ne serait pas trop. Nafissatou Silla. Notre zone maritime serait-elle devenue une passoire pour la drogue? Une question sur laquelle on pourrait s'arrêter et essayer de comprendre le pourquoi. Un port, une zone maritime d'abord, est toujours une zone de prédilection pour les trafiquants de drogue, compte tenu des véhicules qui arrivent, des engins qui sont toujours attendus ou qui en passent. Maintenant, la porosité, elle dépend de la réaction des autorités et la manière dont on organise la lutte par rapport à des phénomènes comme le trafic de drogue. Pour le commissaire Cherna Keita, ancien directeur de l'OCRETIS, tout repose sur une stratégie sans faille. La question qu'on se pose, c'est est-ce que véritablement notre situation sur le plan stratégique répond aux besoins que nous avons de lutter efficacement contre le trafic de drogue au niveau du port de Dakar. Je ne le crois pas parce que nous sommes un peu dépassés par un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis ces années-là qu'on a fait à ne pas considérer le port comme étant un point d'entrée dangereux pour y installer un dispositif qui correspond à ce qui pourrait nous protéger. Concernant la vulnérabilité du port de Dakar, le commissaire Keita va au-delà de nos frontières. Ce n'est pas le port de Dakar. Le port de Dakar, c'est un élément juste dans une situation globale et le Sénégal est un élément juste dans un environnement plus large que ça. C'est toute la zone ouest africaine qui pose problème aujourd'hui. C'est notamment l'ensemble des pays qui nous entourent, les autres entrées comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, qui sont des zones maritimes, qui sont des zones aussi de circulation de produits divers, c'est toutes ces zones qu'il faut considérer. Et la place du Sénégal alors dans cette cartographie? Le Sénégal, on a dépassé le temps où on disait que le Sénégal est une plaque, une zone de transit. Aujourd'hui, notre problème est de savoir quel rôle carrément nous jouons là-dedans et quels problèmes nous avons. Le Sénégal fait circuler la drogue à travers l'Afrique comme de l'Afrique à l'extérieur. Le Sénégal sert de point d'entrée de la drogue ici et de zone de distribution. Donc on peut dire que c'est une zone de transit, c'est une zone de dépôt et tout ce qu'on veut. Dans tous les cas, il y a lieu aussi de s'interroger sur les réseaux de narcotrafiquants susceptibles de résider dans le pays ou ses environs. Nafissatou Silla, 12h13. Les accidents mortels impliquant les deux roues ou motos Jakarta sont très fréquents. Pas plus tard qu'hier, 2 accidents séparés ont fait des morts à Mbour et à Ziguinchor. Des conducteurs de moto Jakarta interrogés reconnaissent leur part de responsabilité dans ces accidents. Parmi les causes évoquées, il y a l'ignorance du code de la route et l'excès de vitesse, entre autres. Suivons le reportage d'Aminata Goudiaby à Fatick. Je roule doucement pour éviter les accidents. Je suis responsable, je connais bien le code de la route. Djen Diouf et Dianyarman, c'est sous son nom qu'on désigne les chauffeurs de moto-taxi à Fatick. Si lui, Djen, est responsable et conduit correctement, ce n'est pas le cas pour bien d'autres chauffeurs de moto-taxi. Nartendiaï, la trentaine, est dans le secteur depuis seulement 2 ans, mais c'est sidéré par le comportement de beaucoup de ses collègues. Moi, je croise des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route et en plus, avec leur vitesse, un excès de vitesse, ça peut entraîner des accidents. Il y a des jeunes conducteurs qui ne connaissent pas le code parce que celui qui ne connaît pas les tableaux qui sont installés au niveau de la route, donc il ne peut pas savoir ce que signifie le tableau, donc il ne peut pas respecter aussi le code. Très sensible aux nombreux accidents qui les impliquent, Mamadou Sarr, lui-même chauffeur, reconnaît qu'ils sont souvent en partie responsables. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents à Fatick, moto Jakarta. Ce qui provoque les accidents parce que nous, les conducteurs, on ne roule pas doucement. Ouais, on roule comme on veut, n'importe quoi. On ne respecte pas la route, on ne respecte pas même les clients. Si tu respectes le client, il doit rouler doucement. Le port du casque connaît toujours des réticences chez cette frange du transport urbain à Fatick. Pour certains, c'est une question d'habitude. D'autres évoquent la mauvaise qualité des casques souvent vendus sur le marché. Parce que le casque, si tu portes, tu tombes par terre, le casque est déjà parti. Et le casque, tu ne peux pas sécuriser. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux de ne pas porter le casque et rouler doucement. Si tu roules doucement, même s'il y a un cas qui arrive, tu peux éviter ou bien le choc ne peut pas être grave. Le mauvais état des routes dans la commune de Fatick est aussi considéré comme cause de ces fréquents accidents par ces chauffeurs de moto-taxi. Il y a de mauvaises routes à l'intérieur de la ville, mauvaises, très mauvaises routes. Ça entraîne aussi les chocs. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le ministère des Transports terrestres et du désenclavement déplore les nombreux accidents impliquant des conducteurs de moto Jakarta. Il envisage l'élimination
l'élimination de ces motos Jakarta et le remplacement par des tricycles. Écoutons le directeur des transports routiers, Cheikh Omar Gaye, au téléphone avec El Hadj Ndiougoudiène. Nous constatons vraiment beaucoup d'accidents de cette catégorie de véhicules, qui n'est pas du tout un moyen de transport sûr. Ça s'est proliféré les 10 dernières années. Il fallait effectivement un encadrement pour permettre permettre de prendre en compte cette réalité qui a créé des emplois, en effectivement mettant un cadre réglementaire, donc avec un certain nombre d'équipements à avoir pour effectivement s'adonner à cette activité, notamment donc les papiers administratifs liés à l'assurance, au bon permis, à l'assurance, donc à l'immatriculation de ces deux roues-là, mais aussi à l'équipement en termes de port de casque de sécurité. Au-delà de tout ça, donc étant un moyen de transport pas du tout sûr, l'État est en train de travailler non seulement au niveau du ministère des infrastructures de transport terrestre et des encadrements, mais aussi au niveau du ministère de la formation professionnelle avec l'association des Jakartaman du Sénégal, de faire un projet donc de remplacement de ces Jakarta par des moyens de transport beaucoup plus sûrs, donc des tricycles, des véhicules à 3 roues, qui permettront effectivement de transporter les concitoyens dans des conditions vraiment de sécurité, de confort, de sécurité, mais aussi préserver ces centaines de milliers d'emplois donc exercés par ces jeunes. C'est ça la politique, donc c'est vraiment aller vers l'élimination de ces motos Jakarta, mais les remplacer effectivement par des moyens de transport beaucoup plus sûrs. L'État ne peut qu'accompagner déjà, remplacer ces moyens qui ne sont pas du tout sûrs avec des moyens beaucoup plus sûrs, donc avec des tricycles, en attendant maintenant d'aller vers le développement des transports de masse. Un mot sur le Maulid Nabi dans 10 jours avec Tivaouane qui est déjà dans la ferveur religieuse. La Bourda a démarré hier et par ailleurs depuis quelques temps, les équipes du service d'hygiène sont sur le terrain pour des activités de couverture sanitaire. Les agents sillonnent toutes les maisons qui accueillent les pèlerins pour réduire la population vectorielle. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la dengue et le contrôle des denrées. Reportage Cheikh Anta Diop. Tous les chefs et agents des services d'hygiène sont mobilisés à Tivaouane pour mettre en forme le déclenchement des activités de couverture sanitaire du Maulid qui s'articulent autour de plusieurs axes. Capitaine Falilou Sarr, chef du service régional d'hygiène de Thiès. La marche la plus importante qui est ce que nous sommes en train de déclencher avec les populations, donc c'est la couverture sanitaire. Nous avons démarré avec les opérations techniques qui consistent à réduire la population vectorielle adultes, les mouches, moustiques, cafards, tous les vecteurs animés, diminuer la morbidité des maladies liées à ces vecteurs-là. Nous déployerons sur le terrain, ça va porter sur le contrôle de la vente des denrées alimentaires. C'est l'occasion, ces grands événements, pour beaucoup d'individus d'en profiter pour venir écouler des marchandises de qualité très douteuse. Il y a aussi une équipe qui va s'occuper de l'élément fondamental, le contrôle de la qualité de l'eau. Une innovation de taille cette année, le service d'hygiène est doté d'appareils de plusieurs types. Selon capitaine Falilou Sarr, la population vectorielle est maîtrisée. Mais par rapport à la dengue, le risque est toujours là. Sinon, nous l'avons réduite à des proportions où il ne peut plus donc assurer la transmission. Le dispositif est fin prêt pour que, avec les organisations communautaires de base, que chacun fasse ce qu'il a à faire afin que ces fléaux dont j'ai fait allusion tout à l'heure, il faut les nommer, le palu, la dengue, pour que les gens sachent que le risque est là. 108 agents des services d'hygiène vont couvrir Tivaouane, Thiénaba, Ndiassane et Kermam El Hadj. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. En Guinée-Bissau, le Premier ministre limogé qualifie ce décret présidentiel d'illégal et se maintient au poste. Parce que le mandat du président Vaz a expiré, donc ces décrets sont devenus illégaux. C'est ce que dit le Premier ministre limogé, Aristide Gomes, se maintient au poste et appelle l'armée bissau-guinéenne à ne pas intervenir. Il était l'invité de RFI. Les décrets du président sont illégaux. Lui, il n'est pas suffisamment légitime pour faire des décrets. Son mandat est terminé depuis le mois de juin dernier. Il est resté sur place grâce à un arrangement qui a été trouvé par les chefs d'État de la sous-région, donc la CEDEAO, pour qu'il reste en place, mais avec des pouvoirs assez symboliques. C'est pour éviter une certaine vacance du pouvoir à Bissau, à condition qu'il ne se mêle pas des affaires du gouvernement. Donc, ce sont des décrets qui sont nuls et non avenus. On va continuer à gouverner. Espérons que les militaires vont rester à leur place. Ils ne vont pas faire irruption dans la scène politique. Il y a toujours cette possibilité que les militaires interviennent et qu'ils soient instrumentalisés. Mais nous demeurerons confiants parce que les militaires, depuis le coup d'État de 2012, ils se comportent assez
correctement. On espère que ça ne va pas changer. La CEDEAO également rejette le décret de nomination du nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau. Faustino Fadout Imbali, nommé hier par le président de la République de Guinée-Bissau, Premier ministre en remplacement de Aristide Gomes limogé la veille. La CEDEAO rejette et parle d'illégalité du décret. En ligne de Bissau, Noah Mankali. Le chef de l'État, José Mario Vaz, a nommé le nouveau Premier ministre, Faustino Fadout Imbali, qui vient de prendre ses fonctions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a menacé d'imposer des sanctions à quiconque qui perturberait le processus de l'élection présidentielle du 24 novembre, a mentionné la CEDEAO dans son communiqué. Dans le même communiqué, l'organisation qui considère le décret présidentiel qui limoge Aristide Gomis comme illégal a déclaré que la CEDEAO et les autres partenaires au développement de la Guinée-Bissau engagés depuis de nombreuses années pour le retour de la Guinée-Bissau à la stabilité et à la paix ne peuvent pas accepter aucune mesure qui pourrait être prise pour compromettre la paix et la stabilité dans le pays. Pourtant, le nouveau Premier ministre Faustino Fadout Imbali a pris ses fonctions et a déclaré que la priorité de son gouvernement serait la réalisation des élections présidentielles à la date du 24 novembre, mais aussi mener une lutte sans relâche contre le trafic de drogue, contre la corruption dans l'appareil de l'État et d'autres activités criminelles. Cependant, Imbali reconnaît que le défi qui lui a été confié et qu'il a accepté de relever est à un moment où la Guinée-Bissau a une situation politique, économique et sociale très fragile. Nouamen Bissau, RFM. Binta, au Nigeria, les déplacés de Boko Haram appellent à une aide humanitaire. 5 ans dans des camps de déplacés sans aide humanitaire. Ils sont des Nigérians qui souffrent de faim dans l'est du pays, selon Africa News, qui s'est rendu à Maïdouri, capitale de l'état de Borno. Depuis septembre dernier, l'armée nigériane a fermé les locaux de 2 ONG. Selon les Nations Unies, 400 000 personnes en souffrent. Au cours d'une visite la semaine dernière au Nigeria, le secrétaire général adjoint de l'ONU dit avoir reçu l'assurance des autorités que la suspension des activités des 2 ONG sera levée dans quelques jours. Médecins sans frontières suspend ses activités en Centrafrique. Plus précisément dans la ville de Bria, l'ONG a été la cible d'attaques à main armée, la 3e fois en l'espace d'1 an en Centrafrique. Virginie Léontine Sagna. En attendant que l'ONG essaie de remplir une partie de sa mission, les activités qui ont été suspendues sont essentiellement celles de soins primaires dans Bria, mais également sur les axes. Cette suspension d'activité risque d'être durement ressentie par la population de Bria et les conséquences vont toucher en premier les femmes et les enfants. Selon Karine Robert, aujourd'hui, ce sont des activités de prévention qui ne peuvent pas être effectuées pour empêcher la dégradation de l'état de santé des enfants. Médecins sans frontières espère pouvoir reprendre l'ensemble de ces activités rapidement et appelle pour cela tous les acteurs impliqués à respecter les actions médicales et protéger les populations civiles qui se trouvent prises en otage. Suleiman, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous prenons prétexte des journées de la mise à niveau pour parler de l'entreprise sénégalaise et ce sera avec Khadim Bamba Diagne, économiste, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi qu'avec Babacar Diop, chef d'entreprise et membre du conseil d'administration de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane, bonjour à tous. Une qualification en 8e de finale est en ligne de mire pour le Sénégal qui effectue ce soir sa 2e sortie au mondial des U17. Malik Daf, le sélectionneur, se veut prudent avant de jouer les Pays-Bas. Ah oui, il est clair dans ses propos. Il s'attaque donc à l'équipe des Pays-Bas, les Hollandais, qui pour rappel ont perdu d'entrée face au Japon. Et pour Malik Daf, il va falloir rester prudent. Mais dans un premier temps, nous nous rendons au Brésil pour y retrouver des Toubab Ndiaye pour une correspondance particulière. Les Sénégalais sont en phase d'écrire leur nom dans l'histoire du football mondial en cas de victoire face aux Pays-Bas, champions d'Europe en titre.
Les protégés de Malik Daf vont tenter de rééditer leur performance de dimanche dernier pour décrocher leur qualification en 8e de finale. Mais la tâche ne sera pas facile pour eux, où ils auront un adversaire battu par le Japon sur la marque de 3-0 lors de la première journée. La suite du programme dans le groupe D pour nos Lionceaux n'aura toutefois rien de facile, où ce sont 2 champions continentaux qui se dressent devant eux. Après les Pays-Bas, ce sera au tour du Japon le samedi 2 novembre prochain. Pourquoi ne pas continuer sur notre lancée, se demande le sélectionneur Malik Daf, qui souhaite s'inspirer de la performance du Sénégal chez les seniors en 2002 et des U20 récemment en 2019 qui s'étaient invités en quart de finale de la Coupe du Monde. De Toubab Ndiaye au Brésil pour la radio Futur Média. À 20h ce soir, les protégés de Malik Daf qui vont s'attaquer aux Pays-Bas, les Hollandais qui, je le rappelle, ont perdu d'entrée face au Japon, mais cela ne signifie nullement que la Hollande reste une équipe moyenne. Ce sont là les propos du sélectionneur Malik Daf que je vous propose d'écouter. C'est le premier match contre le Japon. Ils ont perdu 3-0. Moi, je pense que j'ai bien regardé le match. Bon, peut-être aussi sur ce match, ils n'ont pas été bons, ça arrive au football, mais je pense que c'est une bonne équipe, une équipe joueuse, capable vraiment de faire des exploits. C'est une équipe très joueuse avec des joueurs de couloir très vifs, très rapides. Au milieu de terrain, ils ont un capitaine d'équipe qui joue devant la défense, qui est un joueur énorme, qui est capable, très fort dans la récupération, très fort dans l'utilisation. En défense, ils ont 3 bons joueurs dans l'axe. C'est bons relanceurs de ballon, des joueurs qui savent bien jouer au ballon. Moi, je pense que c'est une bonne équipe dans l'ensemble. Si vous voyez le Pays-Bas jouer, vous regardez presque l'Ajax ou le PSV Eindhoven. C'est des joueurs c'est un jeu un peu sur les côtés, bien fait, avec beaucoup de percussions sur les côtés, des joueurs qui percutent énormément sur les côtés, avec des centres venant de la gauche vers la droite. Mais je pense qu'on s'est bien entraîné pour ça. En tout cas, on s'est bien préparé pour ça. Bon, je sais que la tâche ne sera pas facile, mais quand même, on est conscient que si nous arrivons à jouer notre jeu, si nous respectons l'adversaire, mais si nous arrivons à jouer notre jeu et poser le ballon au sol, je pense que ça peut passer. Parce que nous, comme je dis, on respecte toutes les équipes, mais on a peur de personne. Juste après, à 23h, dans le groupe du Sénégal, toujours le Japon s'oppose aux États-Unis. En cas de victoire, les Japonais vont se qualifier. Pour rappel, l'Angola et le Nigeria sont qualifiés pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde cadette. Tour de cadrage de la Coupe des Confédérations Génération Foot Ezea du Bénin ce soir pour la manche aller. Génération Foot veut se rassurer à la maison. Oui, c'est à partir de 10h au stade La Dior de Thiès, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. La seule ambition pour Génération Foot est de retrouver la phase de groupe lors de nos précédentes éditions. Vous avez eu à entendre l'entraîneur de l'équipe de Génération Foot, tout comme son homologue du Bénin. Nous parlons autre chose, de la problématique des infrastructures sportives, et c'est Ndongo Ndiaye qui en parle. L'État fait de son mieux pour résoudre l'équation. À propos du conseiller en sport du chef de l'État, Ndongo Ndiaye, qui était l'invité de RFM Matin. C'est ce matin, il s'entretient avec LH Ndiogoudien. C'est une situation qu'on a héritée et qu'on est en train de changer. Et aujourd'hui, il y a quand même des réalisations qui ont été faites dans les sports comme le basket et les sports de salle. Et aujourd'hui, il nous reste à faire quand même réaliser le grand stade qui est le stade olympique de Diamniadio, qui est en chemin et qui est en procédure. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase de vouloir réaliser un Sénégal qui puisse organiser un grand événement comme la Coupe d'Afrique. Et pour cela, il nous faut bien sûr réhabiliter les grands stades qui sont là, le stade Demba Diop et le stade de l'Amitié, pour ensuite construire le grand stade olympique. Et ça, c'est en chemin. Et sous peu, Inch'Allah Rabbi, nous aurons gain de cause. Concernant justement ce grand stade olympique dont vous parlez, on a noté un retard dans le démarrage des travaux. Le président va annoncer le démarrage pour 2019, un délai largement dépassé. Comment expliquez-vous cette situation? Largement dépassé, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en procédure, nous sommes un pays organisé, un pays de droit dans lequel il nous faut respecter les procédures. Donc les procédures sont en cours et dès qu'elles finiront, Inch'Allah, la pause de la première prière sera faite et les travaux vont commencer. À l'instant, le conseiller en sport du chef de l'État, Ndongo Ndiaye, qui s'est entretenu avec El Hadj Ndiogoudien. Il était ce matin l'invité de RFM Matin. Basketball, pour finir, vous nous parlez du meilleur entraîneur de la saison. Mieux, vous nous ferez entendre cet entraîneur dans un instant. Dans un instant, il s'appelle Mamadou Gueye Pabi, qui se succède à lui-même au poste de meilleur entraîneur de la saison de basketball. L'entraîneur de l'équipe masculine de l'AS Douanes, championne du Sénégal, reste modeste. Nous l'écoutons, il est au micro de Sodakia. Je suis très content.
parce que c'est pas quelque chose d'anodin, parce que d'autres coachs auraient pu l'avoir, ce meilleur titre. Ça montre tout simplement notre constance dans le championnat et les bons joueurs font les bons coachs. Alors coach, vous êtes élu meilleur entraîneur pour la 4e fois d'affilée. Vous êtes aussi quadruple tenant du titre de champion du Sénégal avec l'AS Douane. Quel est le secret de Mamadou Gueye Pabé? Mon secret, c'est certainement le travail. Vous savez, dans la vie, plus ou moins en travaillant, on arrive à quelque chose. Le côté humain aussi, il est très important. Il faut être proche de ces joueurs, avoir confiance en eux et énormément travailler. Et se souvenir aussi pourquoi et comment on est arrivé là et sur quelle force on s'est appuyé. Pour moi, c'est le socle. Si on en fait moins, là, les objectifs, tu ne pourras plus jamais les atteindre. Mamadou Gueye Pabé, qui fut un de nos consultants ici même à la RFM. Merci à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, RFM 94.0, la radio en puissance. Notre reportage Gamou du jour, les préparatifs du Maulid vont bon train dans la région de Kolda à quelques jours de cet événement religieux. Mais en attendant, les talibés Tidiane ont démarré la Bourda hier soir. Le reportage de notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Le Fouladou vibre au rythme de la ferveur des préparatifs de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Avec une anticipation autorisée, les fidèles Tidiane, membres du Daïra Moutakhabina Fillahi, ont entamé depuis hier leur bourde. Ahmadou Khan, alias Jokan, est membre de cette communauté. Les préparatifs de ce grand événement religieux, nous y sommes comme d'habitude de tout temps, parce que c'est pour célébrer donc la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam, le prophète. Alors dans tous les foyers, eh bien, les gens le préparent. Chez nous particulièrement, qui dépendent de Tivaouane, on nous appelle donc les Tijanes. Alors nous sommes dans la ferveur des préparatifs et nous avons même démarré hier la bourde avec l'imam Ratib à la grande mosquée. Tous les fidèles étaient là-bas pour que Mohamed reste là. Pour ce qui est du voyage, au moment venu, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, une solidarité s'organise autour de la collecte des moyens. Il y a des gens qui partent individuellement, peut-être ceux qui ont les moyens, ainsi de suite, avec leur famille. Il y a certains maintenant qui s'organisent au niveau de la structure à laquelle ils appartiennent. Il y a des cotisations que les gens fixent selon les moyens des uns. Il y a d'autres qui contribuent, qui ont plus de moyens, qui appuient. Et là, les gens se préparent. On achète donc nos denrées et tout. On se prépare, on loue un bus ou deux selon les moyens, les possibilités et le nombre de partants. Alors là, en ce moment, les gens font un cortège et s'ébranlent donc vers Tivaouane. Le Gamou est une occasion pour ces fidèles musulmans de prier pour le Sénégal, pour la sous-région et pour le monde entier. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Sénégalaise et prenant prétexte pour cela des journées de la mise à niveau qui se sont ouvertes hier à Dakar et qui se poursuivent. Et pour en parler, nous sommes avec Khadim Bamba Diagne, économiste, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bamba Diagne, bonjour. Bonjour Gilles. Babacar Diop, vous êtes chef d'entreprise et membre du conseil d'administration de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, restons avec vous puisque vous êtes le chef d'entreprise. Avec une question un peu naïve et simple, fait-il bon être chef d'entreprise au Sénégal? Si vous deviez citer un ou deux motifs de satisfaction et une ou deux contraintes auxquelles vous faites face, quels seraient ces éléments? Bon, écoutez, être bon, est-ce qu'il est bon d'être chef d'entreprise? Je crois que c'est une question un peu difficile. Il faut l'être parce qu'il faut vivre. Mais l'environnement économique pose problème. Vous savez, en tout cas, le BTP que je connais mieux, vous travaillez, on vous doit de l'argent, on ne vous paye pas. Et de l'autre côté, les impôts vous demandent de payer et ne vous donnent pas de sursis quand vous devez vous payer, ou c'est la saisie, c'est l'avis de tiers détenteur, c'est vos comptes. Si vous pensez qu'avec ça, c'est facile de vivre, non. Et bien voilà le problème que nous subissons le plus dur. Vous, on vous doit, on ne vous paye pas, vous devez toujours payer.
Nous reviendrons sur ces problèmes un à un, c'est-à-dire les arriérés de paiement ou la dette de l'État, peu importe la manière dont on l'appelle, puisqu'il y a une querelle sémantique à ce sujet, et sur la pression fiscale. Alors, Dr Khadim Bamba Diagne, en tant qu'économiste, récemment, il y a eu le classement Doing Business, dont on s'est beaucoup satisfait, puisque le Sénégal a fait un bond de 19 points ou 19 places dans le classement, au bas du classement, il faut le dire. Sous-entendu que le climat des affaires s'est beaucoup amélioré. Si vous rapprochez ce constat avec ce que vient de dire M. Diop, quelle analyse en faites-vous? Où se trouve la vérité finalement? C'est ça qui montre que la situation économique du Sénégal est ambivalente. Parfois, si on se limite simplement sur les indicateurs macroéconomiques, sur les notations, le Sénégal se porte bien. Nous avons une bonne croissance, une inflation maîtrisée, un déficit maîtrisé, une bonne note avec S&P de B+, avec Moody's BA3, avec tous ces indicateurs-là, on voit une évolution positive du Sénégal. Maintenant, c'est comme si toutes ces notations-là sont tournées vers l'extérieur. C'est comme si on cherche à accueillir des entreprises qui viennent en fait de l'étranger. Et ça, c'est un peu différent de la situation intérieure du Sénégal. Parce que vous savez très bien que l'objectif final de toute politique économique, c'est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Et la qualité de vie des citoyens, à savoir l'éducation, la santé, les entreprises privées, les entreprises nationales, tout cela sont les facteurs qui impactent sur la qualité de vie des Sénégalais. Aujourd'hui, j'ai entendu dans votre revue de presse tout à l'heure que Sigelec même est en faillite. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que est-ce que l'État a mis en place une politique pour soutenir son secteur privé national? Parce que le secteur privé national aussi a besoin de marché. Si vous demandez toujours à un homme politique quelle est la signification d'un point de croissance économique au Sénégal en termes d'emploi, en termes de réduction du chômage, en termes de réduction de la pauvreté, il n'a pas la réponse. Pourquoi? Parce que la croissance n'est pas produite par des entreprises intérieures qui vont impacter directement sur les Sénégalais parce qu'ils recrutent des Sénégalais qui vont payer leurs impôts en fait au niveau de l'État du Sénégal. Et l'entreprise sénégalaise qui marche, ça impacte sur l'économie sénégalaise, sur les Sénégalais, sur les travailleurs, mais aussi sur l'État. Mais qu'est-ce qu'il faut faire précisément pour promouvoir justement cette entreprise sénégalaise? Certainement pas aux dépens des entreprises étrangères, mais est-ce que vous pensez que l'État du Sénégal fait de son mieux, prend les mesures idoines pour justement éviter les problèmes sur lesquels nous reviendrons avec M. Babacar Diop tout à l'heure, mais qu'il a évoqué rapidement? Alors c'est là où le bas blesse, c'est là le grand problème, parce que jusqu'à présent, nos États cherchent souvent des taux de croissance énormes, des notations, tout cela, c'est intéressant, c'est bien, mais on ne cherche pas à avoir des politiques qui impactent sur le Sénégalais, sur l'homo sénégalensis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les projets les plus structurants de l'État du Sénégal, terre, autoroute à péage, BRT, est-ce que vous avez vu des entreprises sénégalaises? Est-ce que vous avez vu comme pilote les entreprises sénégalaises? C'est ça le grand problème. On a des grands projets, mais captés par des entreprises étrangères. Alors, quelle est la politique qui doit favoriser notre secteur privé national pour permettre à notre secteur privé national, en fait, de s'exporter même, d'aller dans la sous-région, de gagner des marchés dans la sous-région, dans la zone Imawa, dans l'espace CEDEAO, et plus cette entreprise-là gagne, plus le Sénégal aussi s'enrichit en termes de recettes, d'impôts sur les sociétés, en termes d'augmentation du nombre d'employés, en termes de réduction de la pauvreté, en termes, en fait, de responsabilité sociétale de ces entreprises-là dans les régions, dans les localités, dans les hôpitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si chaque fois l'entreprise qui vient, qui prend, repart avec l'argent, ça va être difficile d'impacter sur notre qualité. Voilà pour la macroéconomie. Retournons dans la microéconomie avec Babacar Diop, qui est chef d'entreprise, qui plus est dans les BTP. Vous évoquiez tout à l'heure deux problèmes, la dette intérieure ou, pour parler plus précisément, les arriérés de paiement
du gouvernement vis-à-vis des entreprises, notamment dans le domaine des BTP, et la pression fiscale. Alors, problème par problème, comment se traduisent les effets des arriérés de paiement pour une entreprise quelconque, membre de votre organisation par exemple? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un chef d'entreprise avec nous? Bon, écoutez, vous savez, dans le BTP où je suis, vous faites un appel d'offres. Déjà, rien qu'en achetant, en préparant le dossier, en soumissionnant, vous dépensez déjà beaucoup d'argent. Et vous êtes en concurrence. Vous gagnez. Quand vous gagnez, il faut démarrer. Démarrer, on vous demande des cautions bancaires pour avoir une avance et tout ça, démarrer. Vous allez à la banque. Vous faites des lignes de crédit et tout ça. La banque vous donne des cautions, moyennant encore de l'argent, toujours de l'intérêt, bien sûr. Oui. Toujours. Et vous prenez ces cautions, vous les donnez. Il vous arrive de donner votre caution, vous restez 6 mois même, vous n'avez pas l'avance de démarrage. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, puisque vous êtes engagé à démarrer, vous prenez encore de l'argent, un découvert bancaire pour démarrer ce chantier-là. Vous le démarrez, mais au bout de 6 mois, vous n'avez pas l'avance de démarrage, donc ça déjà pose problème. Vous commencez à déposer un décompte et vous recevez l'avance. Vous avez reçu l'avance, vous le remettez encore là-dedans. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez pour la banque. Vous travaillez pour la banque parce que il y a que les agios tournent, ça monte en flèche. Et vous êtes là, vous n'avez pas d'autre solution que de prendre continuer de continuer le travail. À un moment donné, vous ne pouvez plus continuer. Puisque vous avez des arriérés de paiement, la banque, vous avez atteint votre niveau d'endettement, elle s'arrête. Elle ne vous donne plus rien. C'est ça qui fait que les chantiers faits par beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt. Parce que si on fait le point, on regarde, on diagnostique le chantier, on verra que les gens doivent de l'argent aux banques et on leur doit de l'argent quelque part et ils ne peuvent pas travailler. D'autre part, on vous dit aussi souvent pour soumissionner, donnez-moi un quitus fiscal. Ce quitus fiscal pour l'avoir, vous allez aux impôts, les impôts vous disent, ah non, moi vous me devez ça, vous devez payer tout ça. Il y a pire même, ils peuvent même vous facturer des choses que vous ne devez pas. Mais si vous contestez, on bloque votre compte et vous ne travaillez pas. Parce que là, moi, et là je le souligne, M. Nian, je suis obligé de le dire. Bien que l'État fait beaucoup d'efforts, parce qu'il y a beaucoup d'instruments pour aider les entreprises à se développer. Oui, il y a beaucoup d'incitations, oui, par ailleurs. Il y en a beaucoup, il faut le reconnaître. Les fonds, moi, je suis membre du conseil d'administration du fonds, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, je ne pense pas qu'au niveau, en tout cas, des impôts, on a formé des gens pour aider les entreprises. On a formé plutôt des gens pour faire que de la collecte. Et c'est grave. C'est là où on doit regarder ce qui se passe, aider les entreprises à se développer. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'inspecteur qui vient chez vous dise que je viens voir un voleur. Il faut qu'il vienne voir une entreprise. Est-ce qu'il a des déficits? Comment on paye ses salaires? Comment on vit? Comment on s'approvisionne? Comment on fait avec ses fournisseurs? Est-ce que l'État vous paye? Et c'est comme ça qu'on peut aider une entreprise. Mais c'est pas venir dire je suis chez un voleur, je lui fais, il doit ça, je lui fais ça, je bloque ses comptes. C'est comme ça que ça se passe et toutes les entreprises vivent ce problème-là. Ça, il faut que ça s'arrête. L'autre problème, bureau de mise à niveau, vous en avez parlé au début, pour l'industrie, pour fond, on aide les gens. Bon, vous avez parlé de Sigelec tout à l'heure, je sais pas, le truc de... Sigelec, oui. Oui, comment voulez-vous aider des gens viennent prendre le risque, ouvrir de petites et moyennes entreprises et le commerce se développe tous azimuts. On amène des piles partout, dans le Sénégal, partout. Les importations, il y en a partout. Mais comment voulez-vous faire concurrence à des gens qui ne disent même pas le coût moindre qu'ils payent à l'extérieur, mais même au niveau, quand ils arrivent, je crois qu'ils négocient les douanes, ils négocient tout. Et finalement, quand votre produit vous revient, même prix de revient à 300, 500 francs, eux, ça leur revient à 50 francs. Alors, voilà la difficulté. Il faut qu'on s'asseye et qu'on regarde comment gérer tout ça. C'est très édifiant. En tout cas, merci pour ce témoignage qui est très clair. En même temps, vous reconnaissez tout ce qui a été fait en termes d'incitation, notamment le FONGIP, le FONSIS, la BNDE et d'autres mécanismes d'accompagnement. Mais comme vous le dites très clairement, ce n'est pas suffisant. Il faut déjà que l'État paye ses factures, ce que vous appelez les décomptes, et que l'administration fiscale soit un peu plus compréhensive vis-à-vis des entreprises. C'est cela ?
Venir voir quelqu'un, c'est comme un médecin, vous venez, on vous diagnostique, on voit votre mal. Et on ne peut pas venir tout de suite vous dire que vous êtes... Il faut vous amputer, absolument. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, M. Diop. Vos questions, en tout cas, nous ramènent à la macroéconomie et nous allons terminer par ce point. Dr Khadim Bamba Diagne, M. Diop a évoqué tout à l'heure la question douanière, la question de la fiscalité, qui s'explique par le fait simplement que nous avons une approche budgétaire du développement et que nos ressources viennent justement de l'administration fiscale et de l'administration douanière essentiellement. Dans ce contexte-là, est-ce que l'État peut avoir l'oreille attentive que demandent les entreprises, comme l'a évoqué tout à l'heure Babacar Diop? Mais tout à fait, parce que l'État est le plus grand gagnant d'une entreprise qui marche. Parce qu'une entreprise qui marche, par exemple, je donne l'exemple de votre entreprise, GFM. L'entreprise paye impôt sur les sociétés, 30% de son bénéfice. L'entreprise paye les travailleurs impôt sur le revenu. Tout ce que vous achetez, aussi vous payez TVA. Donc l'État est le plus grand gagnant d'une entreprise intérieure qui marche. Maintenant, il faut qu'il y ait une intelligence économique. L'intelligence économique est